Que faire des décors de cinéma une fois le film tourné et exploité en salle? Telle est la question que n'importe quel cinéphile peut être amené à se poser un jour ou l'autre. Réutilisé, mis à disposition pour des visites, laissé à l'abandon, détruit, les conséquences et les cas de figure sont alors multiples. Parfois, il s'agit d'une quête de l'impossible pour retrouver l'endroit où telle scène a été tournée. La faute à l'épreuve du temps, qui recouvre, détériore ou détruit. On pourrait alors cataloguer les décors en 3 catégories. Ceux dits naturels, où le metteur en scène a simplement posé sa caméra dans un lieu, une ville, ajoutant ou non quelques petits éléments avant de filmer. C'est ce qui vous amène à dire en plein Paris « Oh, Inception a été tourné là !» C'est juste un endroit, le pont de Bir Hakeim dans ce cas précis, choisi et visitable à tout moment sans réel dépaysement. Le studio intérieur, amené à changer selon les films et donc peu reconnaissable au fil du temps. Lorsqu'on parle de ce cas de figure, l'âge d'or hollywoodien vient de suite à l'esprit. On imagine alors les grandes majors de l'époque et leurs immenses hangars où on pouvait passer selon les pièces d'un restaurant à un hôpital, d'une rue de Brooklyn à un palace parisien. Et vient ensuite le mix entre les deux. Prendre un lieu existant et tout y construire afin de créer un univers à part. Les cas les plus connus restent les studios de Cinecittà en Italie, Hobbitburg en Nouvelle-Zélande et la Sainte Trinité dont nous allons parler aujourd'hui. « 1963. Le genre du western comme on l'entend au sens classique et américain n'a plus le vent en poupe. Malgré quelques derniers grands succès, on sent que le public se lasse de la formule que les studios financent de moins en moins. Mais c'était sans compter sur l'initiative de quelques Italiens qui vont reprendre le genre en y insufflant leur culture européenne. Même si le premier western spaghetti peut être attribué à Duel au Texas de Ricardo Blasco ou La Griffe du Coyote de Mario Cano, c'est surtout 1964 qui marquera les esprits grâce à 2 Sergio. Corbucci, avec son justicier du Minnesota, et Leone avec le très fameux Pour une poignée de dollars. Ce sera alors le coup de départ d'une décennie où énormément de films verront le jour. Des très bons, comme de très mauvais. Les noms qui surnageront parmi la masse restent Sergio Corbucci, Sergio Leone, Sergio Solima, Damiano Damiani, Lucio Fulci, Enzo G. Castellari, Giulio Questi, Tonino Valeri, Giulio Petroni ou encore Antonio Margaretti. Ancora? Margaretti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margaretti. Pardon, Hans. Oubliez donc le justifié qui dévend la veuve et l'orphelin, les costumes impeccables, la morale et la violence aseptisée. Le puritanisme américain est alors remplacé par des personnages balafrés, sales, vicieux, cruels, égoïstes. Les récits ont alors tout d'une tragédie grecque, les metteurs en scène prennent leur temps pour installer une ambiance folle, et sont bien souvent accompagnés d'une musique inoubliable. Et en bon italien qu'ils sont, ils ont décidé d'aller tourner en Espagne. Plus proche que les États-Unis, moins cher, mais tout aussi aride et au cachet certain. Bienvenue dans la province d'Almeria et de son désert, Tabernas. Alors en vacances en Andalousie, il était impossible pour moi de ne pas passer dans ces lieux de tournage, évident ou non, et de me replonger dans mes souvenirs d'enfance. Des chefs-d'œuvre qui ont initié ma cinéphilie et qui continuent de l'alimenter même à l'heure actuelle. Le premier endroit était pour moi le plus évident à visiter, Western Leon. La ville de Flagstone ainsi que la gare de Cattle Corner, située à Cadix, n'ont absolument rien à voir avec le film d'époque, et seuls des yeux habiles et très imaginatifs arriveraient à se replonger dans les décors. Ici, c'est bien la ferme de McBain, construite par Carlos Simi, alors chef décorateur de Sergio Leone. On y arrive par une petite route départementale et les montagnes environnantes ne laissent pas deviner le joyau qu'elles cachent. Puis on arrive à une petite guérite, un caissier. On s'affranchit d'une entrée à 12 € et nous pourrons visiter les studios, faire un tour à cheval, boire, manger et même assister à un spectacle, nous dit-il. Après 200 mètres en voiture, ça y est. Des bâtiments ont été rajoutés depuis, donnant l'impression d'une petite ville avec son église, son école, sa prison, sa banque, mais elle est là.
Je revois alors Bronson, Cardinal, Fonda, les scènes cultes. Des enceintes passent d'ailleurs la musique du film pour une immersion encore plus folle. Et je peux vous dire que marcher vers la ferme, avec le vent qui fouette votre dos, des tourbillons de sable face à vous, et la musique de l'harmonica, ça donne des frissons. Malheureusement, les autres bâtiments sont vides, en piteux état ou laissés à l'abandon. De belles coquilles vides que le temps a balayées, donnant un air de ville fantôme. Ville fantôme car nous avions l'impression de déranger, de rentrer dans un endroit où nous ne devions pas être. Puis en rentrant dans la ferme, devenue saloon maintenant, nous voyons 2-3 personnes, déguisées en tenue d'époque, en train de nettoyer l'intérieur et de repositionner inutilement quelques cadres. Un petit signe de la tête en guise de bonjour, puis rien. La nourriture? La boisson? Le spectacle? Rien. J'avais vu sur les avis bon nombre de gens critiquer l'endroit pour les mêmes raisons, mais je n'en ferai pas une appréciation négative pour autant. Cela m'a rappelé le film 800 balles d'Alex de la Iglesia, où nous suivons d'anciens cascadeurs de western spaghetti, essayant de maintenir la flamme des anciens studios d'Almeria dans lequel plus personne ne vient et pour qui les seuls compagnons restent l'alcool et la nostalgie. Ici nous étions à peine 5 ou 6, avec la même impression de lieu abandonné et malmené par le temps. Mais quelque part, l'aura du lieu n'aurait pas été la même s'il y avait eu du monde. Quant aux membres du casting, nous aurions sans doute eu ce qu'on nous avait promis à l'entrée si nous l'avions demandé. Mais qu'importe, je n'étais pas venu pour ça. Et finalement, cette ambiance mortifère m'a énormément touché. Voir des passionnés cramponnés à un lieu, bloqués dans le passé mais toujours là dans l'espoir que la folie reparte. C'est magnifique. « 5 minutes de voiture et nous voilà à Oasis Mini Hollywood. Encore construit par Carlos Simi, mais pour les besoins de et pour quelques dollars de plus cette fois. Au début, et en référence au film pour lequel il avait été construit, il s'appelait Poblado del Oeste El Paso, avant de changer plusieurs fois de nom, passant de Mini Hollywood à Yucca City entre autres. Mais il acquiert son nom définitif suite à son rachat par une chaîne d'hôtellerie dans les années 90, transformant alors le lieu en réel parc à thème. Et c'est ce qui frappe dès l'arrivée à la caisse. Une impression d'être dans un lieu bien plus entretenu et surtout clairement dépaysant. 34 € plus tard, le visiteur passe devant les pancartes des films tournés sur place et un petit escalier en mode Hollywood Boulevard. Et là, c'est la claque. Transporté dans et pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand, tout est là. Le saloon, l'hôtel, la banque, le bureau du shérif et les musiques. On sert à boire et à manger et les spectacles sont là. 2 dans la rue et 2 dans le saloon à différents moments de la journée. Boutiques, photocall, musée du cinéma et des véhicules, cimetière hommage aux grands noms du western, il y a même un hôtel et un zoo. Sans connaître le destin de Western Leon, on voit que ce deuxième studio de cinéma a parfaitement saisi l'opportunité d'orienter son exploitation vers le tourisme. Et voir qu'en 2026 seront inaugurés un centre équestre ainsi qu'un village mexicain me conforte dans cette idée. Il est donc incroyable de se balader dans ces rues, visiter les petits endroits où des détails ont été cachés, donnant vie à ces lieux. Prendre une bière dans un saloon avec du French Cancan en fond n'a jamais été aussi authentique. Donc pour les fans de western spaghetti et pour les joueurs de jeux vidéo, c'est tout simplement grandiose. L'impression d'être à la fois dans un film de Sergio Leone et dans Red Dead Redemption. Et quand on sait que le dernier village, que je n'ai malheureusement pas fait, fort bravo, propose une immersion complète de 4 jours dans un jeu de rôle à grandeur nature, ça donne tout bonnement envie. On oublie les studios grandeur nature et on part à la découverte d'un petit village qui ne paye pas de mine mais qui recèle de grands trésors. Los Albaricoques, à 40 minutes en voiture des studios précédents, a servi pour le tournage d'un western. Mais lequel? On se gare à l'entrée, on monte pendant 2-3 minutes en haut du village,
et le nom de certaines rues nous met alors sur la piste. Et oui, c'est là que s'est tourné le fameux duel de fin de Et pour quelques dollars de plus. Ici, au détour d'une rue, et rien n'a vraiment changé depuis. Puis si vous voulez continuer dans le même film, vous pourrez tomber 2 rues plus loin sur le fameux Agua Caliente, repère de l'Indien où Clint fait une arrivée remarquée. Sans être un parc à thème, la municipalité de Los Albaricoques a fait le travail en proposant una ruta del cine à ses voyageurs. Un plan résumant tout simplement tous les petits endroits où les westerns ont été tournés, dans le village ainsi que dans ses environs. Et en prenant un long chemin de terre accidenté, on arrive ici. Comme vous pouvez le voir sur cette vue aérienne, l'endroit est vraiment perdu au milieu de nulle part, renforçant ainsi l'immersion. Pour y aller, mieux vaut un bon véhicule et prier pour ne pas crever un pneu. Après moult champs de culture et maisons blanches, on arrive au Cortijo del Fraile. Ancien monastère couplé à une ferme, il a été construit par les dominicains au XVIIIe siècle. Il est passé dans les mains de l'État en 1836 puis a été vendu à des intérêts privés. Il est surtout connu pour un fait divers, El Crimen de Níjar, qui a inspiré Federico García Lorca pour Bodas de Sangre, adapté au cinéma par Carlos Saura. Mais certains cinéastes ont décidé d'y poser leur caméra. Et pour quelques dollars de plus, il était une fois la Révolution, El Chuncho, mais aussi et surtout Comme vous pouvez le voir, le lieu tombe malheureusement en ruine, même si sa façade est en plutôt bon état. Autrefois accessible à pied, l'intérieur est désormais condamné avec des grilles pour éviter tout accident. On devine néanmoins les restes de cette ancienne mission avec son four à pain, ses citernes d'eau et son cloître intérieur. Une bien belle manière de clôturer une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. Donc avis aux cinéphiles, si vous vous posez la question, allez-y. Les ambiances seront variées mais les émotions identiques. Pendant toutes ces visites, je suis retourné en enfance, à l'époque où j'ai découvert ces films sur VHS, les adorant sans même savoir pourquoi. Nous nous demandions en début de vidéo ce que devenaient les lieux de tournage, et bien ceux de Sergio Leone en font un parfait résumé des 3 cas de figure. En allant vers les plus évidents, vous aurez des endroits quasi identiques au film, certains auront souffert de l'épreuve du temps mais auront gardé leur aura. Au détour de petits villages, vous trouverez des endroits banals, magnifiés par le metteur en scène, et si le courage vous envahit, vous pourrez fouiller le désert de Tavernas et ses environs, à la recherche de massifs montagneux comme seul repère pour retrouver les lieux de tournage, alors disparus, tout comme le western.